Monsieur Bedreddine, président du SIAP, quelques mots pour dire quelle est l'importance de ce sujet vis-à-vis des enjeux pour le SIAP, pour ses objectifs internes, ses investissements, son efficacité. Je pense que le programme est large et les enjeux sont de taille. Merci de un peu les détailler. Oui, merci. Je remercie le préfet de région d'avoir organisé ce colloque. Je remercie aussi l'ensemble des participants, l'agence de l'eau, les différents acteurs de l'eau et de l'assainissement en Ile-de-France ou ailleurs. Le SIAP épure les eaux usées de 9,2 millions d'habitants et environ 20% des eaux usées qui arrivent dans nos stations d'épuration, un peu plus, un peu moins selon les années, sont des eaux pluviales. Donc on se retrouve à traiter des eaux pluviales qui ne devraient pas être traitées dans les stations d'épuration, mais qui devraient être, en théorie, traitées à la source, ainsi de suite. Donc voilà, la question est essentielle parce qu'avec le changement climatique et une Seine qui en été de plus en plus chaude et avec des débits de plus en plus faibles, cet été on est à 90 mètres cubes de débit de la Seine avec 27 degrés de température. Et ces 90 mètres cubes, il y avait pratiquement 40 à 50 mètres cubes qui venaient en plus de l'EPTB Seine-Grand-Lac, du soutien d'étiage de l'EPTB. Donc on voit bien que là, un rejet trop important suite à un orage important de 5 ans ou 2 ans peut entraîner des conséquences dramatiques déjà sur la Seine au niveau de la vie piscicole et ainsi de suite. Donc on voit bien là, il y a un vrai travail à faire. Et donc on était habitué à une canicule tous les 10 ans, 15 ans. Et puis là, il va falloir qu'on continue, peut-être qu'on s'adapte à avoir 2 canicules dans la même année comme l'année dernière. Donc on voit bien que le changement climatique nous impose à changer notre logiciel par rapport à les eaux pluviales. Alors on parlait de zonage. Le PT, donc l'équivalent d'intercommunalité en Ile-de-France, peut faire un zonage pluvial. Le département peut faire un zonage pluvial. La métropole peut faire un zonage pluvial. Lequel s'impose? Donc c'est une vraie question, lequel s'impose au PLU, au PLUI. Et là, s'il y a des différentes approches, ainsi de suite, on peut se retrouver avec des contradictions fortes et se retrouver devant des juridictions pour dire maintenant c'est celui de l'EPT, ou c'est celui du département, ou c'est celui de la métropole, ainsi de suite. Donc il y a besoin de repenser un petit peu ce schéma-là, parce que je pense que seulement des lois n'y arriveront pas. C'est comment on travaille ensemble à coordonner les différents acteurs qui s'occupent des zonages pluviaux, à travailler ensemble, et pas chacun dans son périmètre de façon isolée. Et donc, il faut qu'on se donne des outils supplémentaires en Ile-de-France, du moins sur la zone dense de la métropole, pour que ces acteurs se retrouvent ensemble et travaillent à un zonage pluvial avec une ambition métropolitaine large, c'est-à-dire au-delà même de la métropole de Paris aujourd'hui, en prenant les communes qui ne sont pas dans la métropole, mais qui sont dans la zone dense. Donc, on voit bien que là, il y a un enjeu important à trouver de nouveaux outils, en tout cas, pour travailler en cohérence sur cette question-là. La deuxième question, c'est comment on utilise tous les outils nécessaires. Il y a une nouvelle construction, il y a les grands Paris Express, ainsi de suite, qui va continuer, alors même qu'on précise, imperméabiliser, artificialiser. Je pense que cette journée, ça sera l'occasion peut-être de faire bien la différence entre les deux, puisque ça peut être artificialisé, mais redevenir naturel pour le coup, et vice-versa. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Mais comment on travaille cette question-là de la déperméabilisation? Moi, j'ai cherché partout, je n'ai pas réussi à trouver un endroit simple en Ile-de-France, un site internet qui dit il y a tant de mètres carrés qui ont été imperméabilisés ou artificialisés, il y a tant de mètres carrés qui ont été déimperméabilisés. L'information, elle est quasiment impossible à trouver pour savoir le bilan annuel. Est-ce qu'on continue à artificialiser des sols ou est-ce qu'on recule? Donc il y a des enquêtes qui ont été faites par l'IAUE, mais qui sont statistiques, ainsi de suite, mais on n'a pas de vrai observatoire de la nature des sols en Ile-de-France. Et je pense que ça serait important de commencer aussi à travailler par là, parce que comment mesurer l'efficacité d'une politique si on n'a pas des outils de mesure? Là aussi, il y a quelque chose de spécifique à travailler sur cette question-là, parce que sinon, on ne voit pas comment on avance. Il y a le neuf, il y a aussi les ANRU, qui sont pour moi l'occasion importante, et il devrait avoir un plus à l'ANRU en aide financière, si on déconnecte complètement les eaux pluviales des réseaux, en rénovant un quartier, en apportant de la verdure, en apportant des îlots de fraîcheur. Je rappelle qu'en 2003, la mortalité des personnes âgées par rapport à la canicule a lieu plutôt dans les cités populaires, très denses, avec d'énormes parkings, complètement
artificialisés, avec des habitats anciens dégradés, mal isolés d'un point de vue thermique. Et c'est là où il y a la plus grande mortalité de personnes âgées en 2003. Donc on voit bien que ces quartiers-là, il y a quelque chose à faire de particulier pour améliorer les isoler de façon meilleure, mais comment on leur apporte une partie des parkings sont transformés en nous, sont transformés en bosquets, pour apporter 1, 2, 3, 4 degrés de moins dans la cité, globalement, par rapport à une période de canicule. Et ces 3 degrés, ben, c'est un confort inestimable pour les habitantes et les habitants de ces quartiers. Et je pense que là, il y a un travail spécifique à faire sur cette question-là. Donc ouais, on voit bien qu'ils cumulent en plus. Ils cumulent le bruit, la pollution de l'air, la chaleur, et qu'en travaillant à gérer les eaux pluviales à la parcelle, ben les arbres, ça fait aussi un abri par rapport à la chaleur, mais ça fait aussi un abri par rapport au bruit, parce qu'on coupe par rapport à la route. Ça fait aussi un apport de biodiversité, ainsi de suite. Donc, et moi, je terminerai là-dessus. Je rêve qu'on ait une métropole qui s'invente une nouvelle canopée. C'est-à-dire qu'on a une densité d'arbres tellement importante que, vu d'avion, on voit moins des bâtiments et on voit plus la canopée de l'Île-de-France ou de la métropole. Et je pense que ça serait important de travailler sur cette question-là, parce qu'avec toute la pluie qui tombe, ben on se dit qu'on pourrait quand même faire pousser beaucoup plus de végétaux dans notre région et dans nos départements de la petite couronne. Et donc je pense qu'il y a un enjeu essentiel à s'emparer de ces questions-là, et des questions financières, mais là aussi il va falloir commencer à travailler un peu différemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve comment les digues bougent. C'est-à-dire ce qu'on ne paye pas au moment où on va déperméabiliser, on le payera en épuration derrière dans quelques années par des stations trop petites, par de nouvelles stations à construire, ainsi de suite. Et donc le bilan financier ne doit pas être pris juste sur un petit bout, mais sur l'ensemble de la vie d'un territoire, pour pouvoir justement faire sauter ces digues-là et dire, là, cet investissement qui va nous coûter X centaines de milliers d'euros, en réalité va nous faire économiser plusieurs millions d'euros chaque année pendant des décennies, parce qu'on va traiter les eaux pluviales de façon différente et qu'on va arrêter de nettoyer de l'eau qui tombe à peu près pure du ciel, même s'il y a quelques poussières, ainsi de suite, mais ça, la Terre est capable de le traiter par elle-même. Et donc, voilà, il y a vraiment cette question-là à faire sauter, parce qu'en réalité, avoir une déperméabilisation des sols ou une désertification des sols, ça sera une économie réelle dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et ça sera une économie qui sera héritable de génération en génération, alors que l'imperméabilisation, même si ça coûte moins cher au départ, ça sera une dette écologique pour les futures générations, puisqu'on va leur construire une ville où il sera impossible de vivre, tellement la chaleur sera accablante et impossible à supporter. Donc, et puis les paysages, je terminerai quand même là-dessus. On a le droit de faire du beau, et quand on déperméabilise, on fait aussi du beau dans les quartiers. Et je crois que le beau, quand ça rejoint l'utile et le nécessaire, eh ben, ça devient un objectif politique essentiel.